J'ai 24 ans, étudiante à l'université, militante féministe, persuadée d'avoir tout compris, surtout en matière de relations avec les hommes. J'ai toujours pensé que l'amitié masculine était un mythe. Les gars ne se lient que par des choses superficielles, bière, sport, jeux vidéo, aucun véritable lien émotionnel. Je décide de prouver ma théorie une bonne fois pour toutes. Je vais infiltrer un groupe d'amis masculins et documenter leur superficialité. Une opportunité se présente par un ami commun. Il me présente 4 gars. Ethan, 25 ans, organisateur de fêtes. Noah, 24 ans, calme et réservé, visiblement préoccupé. Benjamin, 25 ans, celui qui lit toujours les gens avec justesse. Et Charlie, 26 ans, gamer au sens de l'humour acéré, toujours prêt à lancer une blague. Ça va être facile. Je commence mon expérience en devenant l'un des garçons. Je passe des semaines à apprendre leur langage, leur centre d'intérêt. J'étudie les termes du jeu vidéo, regarde les résumés sportifs, analyse leurs blagues et sujets de conversation. Au début, ils sont méfiants. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir une fille parmi eux. Peu à peu, ils s'habituent et m'incluent dans leurs sorties régulières. Parfait pour recueillir des preuves. Je note tout dans un journal. 3 heures à débattre des meilleurs personnages de Dota, 0 conversation personnelle, où Ethan se moque des compétences de Noah sans demander comment il va. Je me sens justifiée à chaque discussion superficielle, exactement ce à quoi je m'attendais. Des gars évitant le lien émotionnel caché derrière des blagues et des activités partagées. Puis quelque chose d'étrange se produit. Charlie ne vient pas à notre rencontre habituelle. Ethan demande immédiatement où il est. Benjamin explique que la sœur de Charlie est à l'hôpital, qu'il est avec elle et qu'il faut lui laisser de l'espace. Je suis déconcertée. J'aurais attendu des appels incessants, des messages, des offres d'aide, un soutien émotionnel total. Mais eux respectent simplement son besoin de confidentialité. Une autre fois, Noah perd lourdement un jeu. Charlie fait sa blague habituelle, puis s'assoit silencieusement près de lui sur le canapé. Il ne dit rien. Plus tard, je comprends qu'il offrait un soutien silencieux. Pas de grande conversation émotionnelle, juste présence et compréhension. Je commence à voir des motifs inattendus. Les semaines passent. Benjamin apporte de la nourriture quand quelqu'un semble stressé. Ethan organise des activités pour remonter le moral du groupe. Charlie utilise l'humour pour détendre l'atmosphère. Noah, bien que discret, écoute attentivement. Ils ont un système de soutien non verbal très différent de mes amies féminines. Mes notes deviennent conflictuelles. Je vois qu'ils se soucient sincèrement les uns des autres, mais différemment de ce que je croyais. Pas de grandes discussions émotionnelles, juste de la constance et de l'attention. Puis arrive la soirée qui change tout. Après une fête d'Ethan, tout le monde rentre. Noah et moi nous retrouvons seuls pour nettoyer. Il est inhabituellement silencieux. Puis il me regarde et demande s'il peut me faire confiance. Je suis prise au dépourvu. Je réponds oui, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Il commence à parler de sa rupture récente, compliquée et douloureuse. Son ex l'a trompé avec un ami qu'il considérait proche. Il doute de tout, des relations et de la confiance. Il parle à voix basse, comme s'il avait peur qu'on l'entende. Même seul, je perçois l'ampleur de sa souffrance. Il lutte pour rester solide. Je lui demande pourquoi il me confie cela et pas aux autres. Sa réponse me surprend. Il dit qu'il ne veut pas les encombrer avec ses problèmes, mais qu'ils comprennent déjà. Benjamin lui apporte du café le matin. Ethan l'inclut dans des activités pour le distraire. Charlie a réduit ses blagues habituelles. Personne ne le pousse à parler. Noah me regarde avec gratitude, dit que ses amis ont été un soutien parfait. Juste présent, sans pression, sans conseils non désirés. Je réalise que tout ce que je pensais sur l'amitié masculine s'effondre. J'aurais dû garder cette conversation pour moi, respecter la confiance que Noah m'avait accordée. Mais mon esprit militant féministe s'emballe. Je me persuade que cette histoire prouve quelque chose, que ses amis le laissaient tomber en ne le forçant pas à parler. Je décide que c'est une preuve parfaite pour ma recherche. Le lendemain, je raconte toute l'histoire dans le chat de mon groupe de femmes. Je parle de la rupture de Noah et de la manière dont ses amis l'ont gérée. Je présente cela comme un exemple de masculinité toxique. Je dis que ses amis étaient émotionnellement indisponibles, qu'ils l'abandonnaient au moment où il avait besoin d'eux. Leur soutien silencieux, selon moi, était en réalité une forme de négligence. J'utilise sa douleur personnelle comme argument pour ma théorie. Je détaille sa rupture, sa vulnérabilité, ses problèmes de confiance et j'analyse la réponse de ses amis comme insuffisante.
Je me présente comme la seule à l'avoir vraiment écouté, donnant l'impression que j'offrais un meilleur soutien que ses propres amis. Je me sens justifiée. Je pense aider d'autres femmes à comprendre le comportement masculin. Une de mes amies connaît le frère de Noah et lui raconte l'histoire, innocemment. Mais les histoires se déforment en circulant. Le contexte émotionnel disparaît. Rapidement, la moitié de la ville connaît les affaires personnelles de Noah. Son frère l'appelle pour lui demander des détails. Noah est confus. Il n'a jamais parlé à sa famille. Il commence à reconstituer les pièces du puzzle et comprend que je l'ai trahi. Mes actions arrivent aux oreilles d'Ethan, Benjamin et Charlie. Ils sont furieux. Quelques jours plus tard, Ethan m'envoie un message pour organiser une rencontre du groupe. Je me rends sur place, pensant à une sortie normale. Dès que j'entre, je sens la tension. Les 4 sont là, mais l'atmosphère a changé. Plus de blagues, plus de rires, aucune énergie accueillante. Benjamin prend la parole en premier, d'une voix glaciale. Il me demande directement si j'ai partagé l'histoire de Noah. J'essaie de nier au début, puis comprends que mentir est inutile. J'avoue avoir parlé à mes amis. Je tente de justifier mes actes comme étude de la psychologie masculine, expliquant ma perspective féministe et mes intentions de recherche. Charlie rit amèrement. Je transforme la douleur de Noah en divertissement pour mes amis. Ethan ajoute que j'ai violé la confiance de la pire manière possible. Benjamin me fixe avec déception. Ils m'ont accueilli dans leur groupe, traité comme une famille, et j'ai trahi leur membre le plus vulnérable. Je tente encore d'expliquer mes motivations sociologiques et mon idée de théorie de l'indisponibilité émotionnelle masculine, mais chaque mot semble creuser davantage mon erreur. Noah, silencieux jusqu'ici, lève enfin les yeux et parle doucement. Il pensait que j'étais différente, qu'il pouvait me confier ses secrets. Maintenant, il réalise que je l'ai utilisé pour mon expérience. Le poids de ma trahison me frappe. Noah ne partageait pas des potins, il m'ouvrait son cœur. Il me confiait sa plus grande vulnérabilité, quelque chose qu'il n'avait même pas dit à sa famille, et j'en ai fait un sujet de discussion publique. Ethan se lève et me dit de partir. Je ne suis plus la bienvenue dans leur groupe. Benjamin ajoute que j'ai détruit quelque chose de précieux, expliquant que leur amitié fonctionnait grâce à la confiance et au respect. Charlie détourne le regard. Noah refuse tout contact visuel. Je ramasse mes affaires et m'en vais, tentant une dernière fois d'expliquer ma démarche et de défendre mon point de vue. Il reste silencieux. Je rentre seule, consciente que je n'ai pas seulement perdu l'accès à leur groupe. J'ai détruit quelque chose de réel et de précieux. Noah m'avait confié son moment le plus vulnérable et je l'ai utilisé contre ceux qui prenaient soin de lui. Ses amis ne l'abandonnaient pas, ils lui donnaient l'espace pour guérir tout en restant disponible. Je passe des jours à repenser à tout. Les petits gestes que j'avais ignorés, Benjamin apportant le café, Ethan organisant des activités, Charlie modulant son humour, Noah écoutant attentivement. Leur intelligence émotionnelle était sophistiquée, simplement exprimée différemment. Ma théorie sur l'amitié masculine était complètement à l'envers. Après ma trahison, le groupe se désintègre peu à peu. Ethan reproche à Benjamin de ne pas avoir vu mon comportement plus tôt. Benjamin s'agace contre Charlie pour ses blagues au mauvais moment. Charlie se sent coupable de ne pas avoir mieux protégé Noah. Ils commencent à se retourner les uns contre les autres au lieu de se soutenir. Mon expérience ne s'est pas contentée de prouver que ma théorie était fausse, elle a détruit ce que j'essayais d'étudier. Des semaines passent et je me retrouve complètement isolée d'eux. Je croise Charlie une fois dans un café, il fait semblant de ne pas me voir. J'apprends par des amis communs que Noah a changé d'université. Il ne pouvait plus supporter que tout le monde connaisse ses affaires personnelles. Ethan a cessé d'organiser des activités pour le groupe. Benjamin est devenu plus méfiant envers les nouvelles rencontres. Pendant ce temps, mon groupe de femmes célèbre mes découvertes. Ils pensent que j'ai réussi à exposer la masculinité toxique. On me félicite pour avoir infiltré le groupe et recueilli des preuves. On me suggère d'écrire un article sur l'incapacité émotionnelle des hommes, utilisant l'histoire de Noah comme étude de cas. Leur enthousiasme me rend malade. Je comprends que j'ai approché cette expérience avec des conclusions préétablies sans jamais essayer de comprendre leur perspective. Je n'ai fait que chercher des preuves, confirmant mes croyances, ignorant tout ce qui les contredisait. Noah est devenu un simple point de données pour ma théorie idéologique. Assise seule dans mon appartement, je repense à ce que j'ai appris et perdu. Ces garçons avaient quelque chose que je n'avais jamais connu. Une compréhension silencieuse et profonde, un soutien constant. Ils savaient comment être là pour l'autre sans drame, respecter les limites tout en prenant soin.
Leur amitié était plus mature que la mienne, où tout est analysé, discuté, débattu et conseillé sans cesse, parfois épuisant. Noah, lui, avait reçu exactement ce dont il avait besoin. L'espace pour guérir sans pression, la présence constante, sans demande d'effort émotionnel, la confiance que ses amis étaient là pour lui. J'ai compris que j'avais mal interprété leur façon de communiquer. Leur silence n'était pas un manque d'émotion, mais une confiance en leur ami pour gérer ses problèmes, tout en restant à portée de main pour le soutenir si nécessaire. Ils offraient un soutien mature et durable, différent de l'attention intense et exigeante que j'avais connue. Mon expérience a échoué de toutes les manières possibles. Non seulement je n'ai pas prouvé que l'amitié masculine était superficielle, mais j'ai détruit un exemple de lien profond et sain, trahi la confiance de quelqu'un, causé de la peine à plusieurs personnes qui m'avaient accueilli, et perdu l'opportunité d'apprendre quelque chose de précieux sur les relations. Noah n'est jamais revenu dans notre cercle social. J'entends dire qu'il va mieux, qu'il a trouvé de nouveaux amis, mais il reste beaucoup plus fermé. Ma trahison l'a rendu méfiant, l'empêchant de se livrer à nouveau. Les autres garçons se sont réconciliés, mais leur dynamique n'est jamais redevenue la même. Ils sont devenus plus prudents sur qui ils laissent entrer, moins spontanés dans leur confiance. Ma présence a contaminé leur espace sûr, les a fait douter de leur jugement, les a forcés à se demander ce qui aurait été différent si je les avais approchés avec curiosité au lieu de jugement. Si j'avais respecté la confiance de Noah, j'aurais pu apprendre de leur amitié, expérimenter leur manière unique de soutenir, plutôt que de tout détruire. J'aurais pu comprendre la diversité des styles de soutien émotionnel et que la communication silencieuse peut être aussi puissante que la communication verbale constante. Maintenant, je sais que la véritable amitié masculine n'est pas un mythe, ni superficielle. Elle fonctionne différemment, avec des liens profonds fondés sur la constance, le respect et la compréhension tacite. Ils n'ont pas besoin de discussions interminables pour exprimer leur affection. Leurs actes montrent leur attention. Mon féminisme m'avait appris à me méfier des hommes, à supposer le pire, à interpréter leur silence comme une incapacité émotionnelle. Mais j'appliquais mes propres standards culturels à leurs relations, exigeant qu'ils expriment leur soutien à ma façon. J'ai enfin compris que la diversité dans l'expression des émotions a de la valeur. Les deux approches ont des forces et des limites. Traiter chaque détail émotionnel peut être bénéfique mais épuisant. Un soutien silencieux peut être durable mais parfois insuffisant. L'essentiel est d'adapter le style de soutien aux besoins de chacun. Les amis de Noah savaient exactement ce dont il avait besoin. Si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais tout abordé différemment. J'aurais respecté leur amitié, honoré la confiance de Noah et essayé d'apprendre de leur manière d'être présent pour l'autre au lieu de vouloir prouver quelque chose. Certaines erreurs sont irréversibles. Une confiance brisée ne se répare pas toujours. Mon expérience m'a appris exactement le contraire de ce que je voulais démontrer. L'amitié masculine est réelle, complexe et précieuse. Le fait qu'elle ne ressemble pas à ce que je connaissais ne la rend pas inférieure. Mes théories académiques n'ont jamais capturé la réalité des liens humains. L'expérience vivante a surpassé mes suppositions idéologiques à chaque instant. C'est moi qui étais superficielle, pas eux. Des années plus tard, je repense encore à ce groupe. Je me demande si Noah a appris à faire confiance à nouveau, si les autres ont retrouvé la même intimité spontanée. Me demandant s'ils me considèrent comme un avertissement ou s'ils m'ont tout simplement oublié. J'espère qu'ils ont réussi à reconstruire ce que j'ai contribué à briser. J'aimerais pouvoir m'excuser pour les dégâts causés. L'ironie de cette expérience me frappe. Mon expérience a totalement échoué. Je voulais prouver que l'amitié masculine était superficielle. J'ai fini par démontrer que c'était moi qui manquais de profondeur. Eux avaient une véritable connexion et un soin mutuel sincère. Moi, j'avais des théories et des préjugés. Eux offraient confiance et vulnérabilité. Moi, j'ai offert trahison et analyse. J'ai appris trop tard que l'amitié ne consiste pas à prouver un point, mais à se montrer présent, à honorer la confiance, à respecter les limites tout en soutenant. Rencontrer les gens là où ils sont, au lieu de les juger selon ce que je pense qu'ils devraient être. C'est ça, la véritable amitié. Les amis de Noah le comprenaient instinctivement. Moi, j'ai dû l'apprendre à la dure, à travers un échec catastrophique. Parfois, je me demande ce que ma vie aurait été si j'avais été capable de véritable amitié à ce moment-là, si j'avais approché le groupe avec humilité plutôt qu'avec certitude. J'aurais pu apprendre à donner et recevoir du soutien différemment, à élargir ma compréhension des liens humains. À la place, je reste avec le regret et la sagesse acquise à force de douleur.
La partie la plus triste, Noah avait besoin de ce que ses amis lui offraient. L'espace pour traverser sa peine sans jugement ni pression. La présence constante sans attente de l'abord émotionnel. La confiance qu'il pouvait gérer, sa guérison à son rythme. J'ai perturbé ce processus pour prouver un point. J'ai transformé sa lutte intime en spectacle public. Mon féminisme, censé soutenir les gens, comprendre différentes formes d'oppression et créer de l'espace pour la connexion humaine authentique, est devenu une arme contre le soin véritable. J'ai laissé l'idéologie primer sur l'empathie et la sagesse. Je suis devenue le type de personne contre lequel je pensais lutter. J'ai compris que le véritable soutien demande d'écouter et d'apprendre, pas d'imposer son cadre aux expériences des autres. Noah et ses amis avaient quelque chose de beau. Moi, je l'ai vu comme un problème à résoudre au lieu d'un cadeau à honorer. Mon besoin d'avoir raison était plus fort que mon désir de comprendre. J'écoutais quelque chose de précieux à tous ceux impliqués. Me voilà assise seule avec cette histoire, sachant que j'ai été la méchante depuis le début, que j'ai détruit quelque chose que je prétendais chérir, que j'ai eu tort sur tout ce en quoi je croyais, et que j'ai appris à la dure que l'amitié exige de l'humilité, et que la confiance est plus fragile que n'importe quelle théorie. J'ai réalisé que la véritable amitié, c'était les liens que j'ai détruits en chemin.